Nous avons tous déjà participé à un débat sérieux sur Pokémon. Lorsqu'il s'agit des jeux, un des débats les plus courants est quelle région est la meilleure? Aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux régions de la série principale. Leurs histoires, leur géographie, leurs liens aux lieux qui les ont inspirés, ainsi que la collection de Pokémon associés. Bienvenue sur Pokébinge, voici les régions Pokémon classées de la pire à la meilleure. Il n'y a peut-être pas de choix facile dans cette liste, mais nous sommes assez confiants de placer Galar tout en bas de notre classement. La première grande aventure sur console, épée et bouclier, a été critiquée pour ses graphismes médiocres et la simplicité de son monde. La seconde critique n'est pas totalement injustifiée, même si nous devons reconnaître à Galar ces vastes espaces ouverts comme la zone sauvage, l'île de l'Armure et les terres couronnes. C'est la première fois que la série adopte un monde ouvert, libérant le gameplay des rails pour permettre aux joueurs d'explorer librement et de découvrir de nouveaux Pokémon à attraper. Les développeurs ont approfondi ce concept dans les jeux suivants, mais dans Épée et Bouclier, ils souffrent d'être enchaînés au reste de Galar. Une longue succession de routes droites et de tunnels reliant des villes qui peuvent être sembler charmantes de l'extérieur, mais qui offrent très peu à faire une fois que vous y êtes arrivé. La région parvient à capturer une partie de cette saveur britannique distinctive dans sa sélection de Pokémon, comme avec l'adorable Corgi, Yamper, le Caméléon 07, les Argus ou les spectres de l'heure du thé, Theffroi et Poltergeist. Cependant, il y a clairement des groupes de monstres plus intéressants ailleurs. On peut dire que la partie la plus cool de Galar, c'est sa version de la Ligue Pokémon, ici conçue pour ressembler à la Premier League anglaise de football. Des stades immenses, des sponsors, des hooligans bruyants soutenant tes rivaux. C'est une manière audacieuse de renouveler le défi des arènes Pokémon après le changement apporté par Alola. Galar est une région en pleine crise d'identité, déchirée entre la formule linéaire de la série et les expérimentations des développeurs avec le design en monde ouvert. Ce n'est pas sans charme, mais nous lui attribuons un carton jaune pour les précédents négatifs que cela pourrait créer pour les futurs jeux sur Switch. On aurait pu pardonner Épée et Bouclier si Galar avait permis aux jeux suivants d'avancer. Mais Paldea ne fait que progresser lentement, trébuchant souvent. Même en oubliant les nombreux problèmes de performance et de bugs, le monde de Pokémon Écarlate et Violette n'exploite pas pleinement son concept de monde ouvert. Les champions d'arène et défis restant fixes et linéaires, sans s'adapter à votre niveau. La zone 0 et ses Pokémon Paradox sont bien plus fascinants que les légendaires de Galar, dévoilant des versions passées et futures de Pokémon, ainsi qu'un rebondissement surprenant lié au professeur régional, parfaitement intégré à l'histoire d'un de vos rivaux. Nous aurions simplement aimé que cette idée soit davantage exploitée, et que le groupe d'amis que le personnage principal rassemble à la fin de son aventure ait plus de temps pour briller en tant qu'équipe. Nimona Penny et Arven ont chacun de petits moments de grande caractérisation, mais à côté d'eux, l'avatar du joueur paraît toujours aussi vide. L'Académie de Paldea donne la même impression, une idée intrigante qui n'est pas vraiment développée. Peut-être que l'école recevra plus d'attention dans le prochain contenu téléchargeable qui se concentre sur la lointaine Académie Myrtille. Si elle est aussi isolée que l'épisode du Masque Sarcelle, il ne faut pas en attendre beaucoup. Les Pokémon de Paldea surpassent ceux de Galar avec des favoris adorables comme Fuecoco, Pommy, Wooper de Paldea et Clodsire. Nous avons du mal à classer cette région plus haut à cause de son thème faible et de son incapacité à exploiter le potentiel d'une vraie aventure Pokémon en monde ouvert. Si l'on ajoute tous les bugs, cette région a de la chance de ne pas finir tout en bas du classement. Avant que vous pensiez que nous sommes là seulement pour critiquer les jeux modernes, parlons maintenant de la deuxième région, Johto. Tout comme Galar, Johto est maladroitement coincé entre l'ancien et le nouveau. Dans son cas, cependant, c'est parce qu'à ce moment-là de la vie de la franchise, les développeurs n'étaient pas sûrs de la viabilité de Pokémon en tant que franchise. Or, Argent et Cristal donnent vraiment l'impression d'être un pack d'extensions aux jeux originaux. Un grand certes, avec de nombreuses mises à jour d'équilibrage et une centaine de nouveaux Pokémon, mais cela reste un pack d'extensions. Même avec de nombreuses références à l'histoire et à la culture de la région du Kansai au Japon, Johto a du mal à s'échapper de l'ombre portée de Kanto et du phénomène mondial qu'a été la première génération de Pokémon. Revisiter Kanto après le jeu principal était audacieux dans la deuxième génération, mais cela a entraîné une courbe de niveau déséquilibrée entre les deux régions.
De nombreux Pokémon emblématiques de la deuxième génération, comme Démolos et Feu-Forêve, ne sont accessibles qu'après avoir atteint Kanto en post-jeu, ce qui complique l'appréciation des apports uniques de Johto. Heart Gold et Soul Silver ont atténué de nombreux problèmes majeurs de ces jeux, et sont justement reconnus comme parmi les meilleurs remakes de la série. De nombreux problèmes de Johto persistent en quatrième génération, ce qui nous a forcés à la rétrograder, car la région ne peut pas se suffire à elle-même comme les autres. La bonne nouvelle, c'est c'est que Johto est prête à être revisitée dans un futur projet, que ce soit un jeu comme Let's Go Pikachu et Evoli, mettant en vedette les monstres les plus mignons de la région comme Togepi, Marill et Snowball, ou un jeu comme Légende Arceus, explorant le passé coloré de Johto et ses oiseaux et bêtes légendaires. On sait que vous aimez revenir dans les anciennes régions, Game Freak, alors faites-le. Bien sûr, Johto n'est pas la seule région qui doit partager la vedette avec l'héritage de Kanto. Les jeux de Kalos sont souvent critiqués pour flatter la première génération, mais ils réussissent mieux à créer leur propre identité. Ixia-Guilé propose peu de nouveaux Pokémon, mais offre le plus grand Pokédex régional à ce jour. Il mise sans doute sur les monstres de la première génération, mais la grande variété à Kalos compte vraiment, surtout avec de nouveaux favoris comme Amphinobi et des exclusivités kalosiennes comme Quafarel, le caniche personnalisable. C'est sans doute la plus grande force de Kalos. Ce n'est pas son statut de première version principale véritablement en 3D, mais plutôt l'effort qu'elle déploie pour représenter la région réelle qui l'inspire. Kalos reproduit de nombreux sites touristiques pittoresques de la France, des vastes jardins et du château de Versailles, qui apparaissent sous le nom de Palais Parfum, jusqu'à l'île de Mont-Saint-Michel, qui a inspiré la Tour Maîtrise. Et ce n'est même pas sans parler de la grande ville d'Illumis, une magnifique reconstitution de Paris, Tour Eiffel comprise. À ce jour, cette ville demeure la plus grande du monde Pokémon. Même si la 3D n'était pas complètement aboutie pour la mettre en valeur, il faut saluer l'effort de Kalos. Même la Team Flare, habituellement un peu ridicule, paraît moins absurde dans le contexte de l'existentialisme français et de la quête de beauté idéalisée par Lysandre. C'est à cause de toutes ces expressions colorées de la culture locale que nous sommes si déçus de voir à quel point Kalos a été lésé sur le long terme, avec presque aucun contenu après la Ligue et aucune suite ou troisième version pour approfondir la région. L'absence flagrante d'un Pokémon Z est le principal frein pour Kalos. Et nous ne pouvons qu'espérer que de futurs remakes viendront corriger cette grave omission. Compte tenu de son inspiration, nous aimerions voir un lien avec Paldea qui enrichirait l'expérience des deux régions. Beaucoup de fans estiment que la meilleure expérience de la 6e génération vient d'Omega Rubis et Alpha Saphir, qui donnent vie à la région tropicale de Hoenn. Même à l'époque de Ruby, Saphir et Émeraude, Hoenn se distinguait de ses prédécesseurs par son caractère unique. C'est juste que la moitié de ce caractère, c'est la fameuse critique du trop d'eau. Si vous pouvez passer outre les longues heures de surf et de plongée monotones, vous découvrirez une région partagée entre une masse terrestre volcanique et un vaste océan, entre les premiers Pokémon légendaires de la série à jouer un rôle dans l'histoire, et entre certaines des équipes maléfiques les plus ridiculement irréfléchies que Pokémon ait jamais connues. Les forêts luxuriantes et les mers de Hoenn abritent une grande variété de monstres, allant du célèbre Gobu jusqu'au gigantesque Wailord, sans oublier assez de dragons légendaires pour remplir une fosse à dragons de Westeros. Hoenn diversifie également l'expérience de jeu bien plus que les régions précédentes, avec les concours Pokémon Glamour et la célèbre zone de combat d'Émeraude, ainsi qu'une grande variété de défis post-jeu qui n'attendent que d'être maîtrisés par les joueurs. Comme mentionné plus tôt, les remakes de Hoenn embellissent la région, surtout vu depuis le dos de son dragon monture lancé à toute vitesse. Les plans de l'équipe maléfique sont même plutôt cohérents cette fois-ci. Dommage pour la zone de combat, mais Hoenn ne serait pas Hoenn sans mériter ce fameux 7,8 de IGN, non ? Bravo à Game Freak d'avoir osé recommencer dans une nouvelle région tropicale. C'est ce qu'on a eu avec les îles d'Alola, qui vont bien au-delà de simplement corriger les erreurs de Hoenn pour nous offrir sans doute la région la plus unique de la franchise jusqu'à présent. Elle délaisse les 8 arènes traditionnelles et défie les futurs maîtres Pokémon d'affronter des capitaines d'épreuve, des Pokémon dominants et des Kaunadil pour devenir le meilleur d'Alola. Cette structure originale fonctionne en référence à l'histoire et à la culture d'Hawaï, tout autant qu'à la géographie de la région elle-même, chacune de ces 4 îles étant basée sur l'une des îles de l'archipel hawaïen.
Les Pokémon locaux reflètent également la biodiversité d'Hawaï, avec des analogues à une espèce de hibou disparu chez Archiduc, à la rivalité entre nuisibles indigènes et espèces invasives avec Rattata d'Alola et Manglouton, et à l'évolution aviaire adaptative avec les différentes formes de plumeline. Soleil et Lune combinent tout cela avec l'une des histoires les plus sombres jamais vues dans cette franchise, une histoire qui pose des questions difficiles sur le rôle de la préservation de la faune à travers la Fondation Ether, et sur le sort de ceux qui sont tombés entre les mailles du filet de la société à travers la Team Skull de délinquants. Alola est célèbre pour ses nombreuses cinématiques non passables, mais la présentation de ces jeux conviendrait parfaitement à une série de jeux de rôle centrés sur l'histoire. Malheureusement pour eux, Pokémon n'est pas vraiment l'une de ces séries, et Ultra Soleil et Ultra Lune n'ont pas fait grand-chose pour améliorer cet aspect par rapport à leurs prédécesseurs. Alola reste la destination idéale pour des vacances, sur une île, avec un charme unique introuvable ailleurs dans le monde de Pokémon. On ne pourrait apprécier ce qu'Alola apporte de différent sans une formule de franchise aussi bien établie. Voici enfin la région d'origine, Kanto, notre choix pour la médaille de bronze. Maintenant, si cela ne dépendait que des Pokémon eux-mêmes, la liste originale des 151 devrait prendre la première place. Pikachu, Evoli, Dracofeu, Mewtwo, tant de ces monstres de poche emblématiques sont des noms connus depuis plus de 2 décennies. Et Game Freak le sait mieux que nous tous. Les Pokémon de Kanto ont plus de formes alternatives puissantes que ceux des autres régions, et le décor a déjà eu 2 remakes en plus de ses apparitions dans les jeux de Johto. Pour le meilleur ou pour le pire, aucune région n'est plus aimée des fans et créateurs, rendant parfois difficile pour d'autres régions de créer quelque chose d'aussi marquant. Pourquoi Kanto n'a-t-il pas la première place? Eh bien, même si rouge, bleu et surtout jaune représentent peut-être l'expérience Pokémon définitive pour les fans de longue date, la région en elle-même n'est tout simplement pas si remarquable que ça. La géographie est extrêmement angulaire et simpliste, il n'y a pratiquement aucune histoire à raconter. Et on ne vous en voudrait pas de ne pas réaliser que Kanto est censé ressembler à la région japonaise du même nom. Il n'y a pas grand-chose à Safrania qui évoque Tokyo. Certainement pas en comparaison avec ce que les régions futures ont fait avec leurs propres monuments et références au monde réel. Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli illustrent en plus le problème de Kanto par rapport aux titres plus modernes, car même ses nouveaux graphismes éclatants et son style artistique coloré ne peuvent pas dissimuler à quel point la conception de la région est rudimentaire comparée à Alola ou même à Galar. D'un autre côté, nous sommes contents que la conception des régions dans Pokémon n'ait pas atteint son apogée avec cet opus, même si les designs des monstres commercialisables l'ont peut-être fait. Preuve à l'appui, lorsque Game Freak a relancé Pokémon avec une toute nouvelle génération dans noir et blanc, l'absence totale de tous les anciens favoris n'a pas été bien accueillie. Cela n'enlève cependant rien à tout ce que Unis a à offrir, et explique pourquoi elle repart avec notre médaille d'argent. L'ambition pure de créer 150 nouveaux monstres et de forcer les joueurs à les utiliser exclusivement est impressionnante. La glace Vanillish et le monstre poubelle Garbodor peuvent être moqués par les fans, mais ils s'intègrent parfaitement dans le monde modernisé d'Unis. Et ce n'est pas parce que la région est inspirée de New York que toute la région est une zone urbaine tentaculaire. On trouve des forêts, des montagnes et un désert au centre. La fonctionnalité des saisons exclusive à la 5e génération offre aux joueurs 4 aspects naturels différents de la région. Les habitants d'Unis sont aussi variés et uniques que les Pokémon, reflétant globalement les États-Unis. Parmi les champions d'arène, on trouve un mannequin de podium, un baron texan du pétrole et un surfeur typique de la côte ouest. Unis poursuit dans la lignée des 2 régions précédentes, en liant ses nombreux Pokémon légendaires à l'histoire de la région et à son thème principal de recherche d'unité et de diversité. Et cela sans mentionner la Team Plasma, qui imite People for the Ethical Treatment of Animals et menace le monde Pokémon, ou la façon dont Noir 2 et Blanc 2 reprennent l'idée de revisiter une région des jeux de Johto quelques années après, en l'approfondissant réellement. Autrefois controversés, les jeux de la 5e génération sont aujourd'hui salués pour leur choix audacieux en narration et conception d'environnement. Ils seront aussi les prochains à avoir un remake. Alors les fans espèrent qu'Unis recevra l'attention qu'elle mérite quand son tour viendra. Ils ont de quoi s'inquiéter après Diamant étincelant et Perle scintillante. Une série de remakes qui privilégie la fidélité aux jeux originaux par-dessus tout le reste. Bien que cela puisse sembler difficile à justifier, ce n'est pas pour cette raison que nous attribuons la médaille d'or de la meilleure région Pokémon à Sinnoh et Hisui.
C'est cette combinaison qui remporte l'or, car Sinnoh seul reste assez banal. Comme Hoenn, elle offre une narration environnementale solide, centrée sur une grande chaîne de montagnes dans une région froide, avec peu de Pokémon de type feu. Les nouveaux Pokémon de Sinnoh sont également très réussis, avec à la fois des ajouts totalement inédits, comme le mignon Tiplouf et le redoutable Lucario, ainsi que des évolutions puissantes pour d'anciens Pokémon comme Corboss, Magirev et Dimoré. Platine est une amélioration très appréciée de l'expérience Sinnoh, avec la plus grande variété de Pokémon et une nouvelle histoire impliquant le monstrueux Giratina et le monde Distorsion qui défie la réalité. C'est Pokémon Légende, Arceus, qui a donné à Sinnoh la première place, en dévoilant la région dans son passé lointain. Appelée alors Hisui, cette terre voyait des humains ignorant la cohabitation avec les Pokémon, tandis que les dangers des légendaires persistaient. Aucun autre jeu de la franchise ne permet de traquer et capturer des Pokémon dans la nature comme Pokémon Arceus. Et il est encore plus remarquable que le jeu ajoute quelques nouveaux monstres malgré son contexte historique. Nous espérons que d'autres régions profiteront du même traitement, car Sinnoh et Hisui se distinguent autant par leurs différences que par leurs similitudes. Plus ça change, plus c'est pareil. Cela pourrait tout aussi bien être la devise d'une franchise aussi formatée que Pokémon, mais Legends Arceus démontre qu'il y a encore beaucoup de place pour l'innovation dans des paramètres familiers. Espérons que Game Freak en tiendra compte pour les prochaines régions et que l'attente ne dépassera pas une décennie avant d'en découvrir d'autres ainsi.